matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. C'est bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, n'hésitez pas à partager, like et mettez beaucoup de pouces ce matin. Merci. Est-ce qu'Olivier Mickel m'entend et me voit? Moi, oui. Allô? Oui. Bonjour Olivier Mickel, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien, merci. Merci d'être ici sur Tocsin Média ce matin pour parler de ce livre qui est vraiment extrêmement intéressant, bien entendu, un livre passionnant, bien sûr les coulisses du showbiz, mais on va en parler parce qu'il y a beaucoup de thèmes là-dedans qui sont abordés. C'est ciselé, c'est bien écrit. Moi, j'adore, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup en tout cas, et je vous invite, chers lecteurs, chers téléspectateurs, à vous procurer immédiatement ce livre. Je le remets à l'antenne. Voilà, Dans l'Aube enseveli, Olivier Mickel, aux éditions Ramsey Courrèzy. C'est une immersion, finalement, vous disiez chez moi, dans mon média, immersion dans les bas-fonds d'une aristocratie sans noblesse. Et vous avez été plume, ce qui est intéressant, vous avez été la plume de plusieurs hommes et femmes politiques. Vous êtes aussi romancier, essayiste et biographe. Et vous avez écrit là-dessus dans le roman. J'ai envie, une première question, Olivier Mickel, c'est de me dire finalement, quel est ce milieu, comment on doit appréhender ce milieu dans lequel ces personnages évoluent, qui sont le décor aussi, mais l'alibi aussi pour dépeindre une société de façon très satirique et sarcastique, Olivier Mickel. Oui, c'est pas par hasard que j'ai parlé dans une précédente interview de l'aristocratie d'aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi j'ai une passion pour les liaisons dangereuses de Laclos, pour des raisons variées. J'ai travaillé plusieurs fois sur cette œuvre. Et j'avais envie de transposer, de me dire qu'est-ce que ça donnerait si cet homme vivait aujourd'hui dans la société contemporaine. Est-ce que les enjeux seraient les mêmes et qu'est-ce qui a changé? Il y a plein de choses qui ont changé, les mœurs sont plus les mêmes. Et évidemment, je me suis amusé à essayer de créer un schéma à peu près équivalent, tout en changeant la plupart des choses. Donc, c'est plus du tout la même histoire, c'est très différent. Et Valmont, dans Les Liaisons dangereuses, est un aristocrate qui n'a pas besoin de travailler pour vivre. C'est pas lui, c'est plus du tout le monde d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de la nouvelle aristocratie, c'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir, une forme de pouvoir qui aujourd'hui est liée à l'argent, à la fortune. Et donc j'ai créé des personnages que tout le monde peut connaître dans le milieu, on appelle showbiz en l'occurrence. Là, c'est un producteur de téléfilms qui veut d'ailleurs essayer de produire au cinéma parce que c'est plus noble justement et qu'il a du mal à y arriver. Mais je pense que là, cette nouvelle aristocratie, effectivement, n'a plus qu'une obsession, c'est le lucre et l'argent. Et tout ce que fait cet homme, il s'appelle Jean-François Brassier dans le roman, Brassier. Et comme on en rencontre tous dans la vie aujourd'hui, surtout des gens puissants, c'est que il n'a aucun autre rapport à l'humanité qu'un intérêt matériel en argent, éventuellement en prestige, mais essentiellement c'est ça, c'est la poursuite du toujours plus et de beaucoup d'argent. Voilà. Ça c'est le postulat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement, quand on vous lit Olivier Mickel, c'est véritablement, ce roman est un vade-mecum pour les gens qui souhaiteraient s'aventurer dans ce milieu. Il y a des règles. Il y a des règles, vous vous rappelez en permanence, ne jamais mettre son argent et toute une série de règles. C'est intéressant finalement d'avoir les codes, du moins les clés, je ne sais pas, de ce... Oui, effectivement, il y a eu une période, notamment au cinéma, du grand cinéma français en particulier, où les producteurs étaient des joueurs de poker, ils investissaient l'argent d'un film sur le suivant, ça finissait souvent par la ruine, ou ça passait par la ruine. Aujourd'hui, quand on produit un film, on ne met pas d'argent personnel, on va chercher l'argent des chaînes de télé, l'argent des banques, des Sofica éventuellement. Et en plus, là, en l'occurrence, le producteur dont je parle, qui est un producteur de téléfilms au départ, qui fait des films pour le service public, les chaînes de service public, là, il y a carrément la rentabilité n'existe pas. Si vous obtenez la production d'une œuvre, ben, vous prenez votre pourcentage sur le budget, et si ça fait 1 million de vues ou 10 millions ou 0, vous êtes payé de la même manière. Donc, c'est la façon de travailler sans risque. C'est ça, ça m'a beaucoup... ça m'amuse beaucoup, ça, parce qu'il y a vraiment deux univers. C'est comme dans le théâtre, il y a le privé, le subventionné, qui se croisent un peu, mais pas beaucoup.
Et c'est très Oui. amusant de voir comment ça fonctionne. Et les mentalités sont plus du tout les mêmes. Plus du tout. Il y a une forme d'élitisme ou de prétendu élitisme. Vous avez des gens, par exemple, au cinéma, qui font des films qui ne voient jamais un spectateur, mais qui sont Ouais. systématiquement financés par les aides d'État, l'avance sur recettes, Ouais. etc. Et qui sont totalement indifférents aux résultats, au succès, peut-être même, on peut dire, à la qualité. Oui, oui, vous avez ô combien raison. En tout cas, c'est intéressant. Je voulais qu'on dise sur Jean-François Brassier. Après, on parlera de Ouais, Vincent, bien ouais, entendu, que le personnage ouais, principal et qui est ouais. tout aussi intéressant. Mais les personnages, franchement, il y a plusieurs personnages. Ils ont tous leurs caractéristiques et on voit toute l'hypocrisie, le sarcasme. C'est vraiment terrible. Jean-François Brassier, ce producteur de séries télévisuelles, enfin, il est quand même assez formidable parce que il va, pour se débarrasser de sa femme, il faut quand même replacer dans le contexte. Ouais. Il va quand même mandater une femme pour séduire sa propre femme et enfin d'avoir un alibi pour la virer, pour la Oui, reconduire, pour parler français un peu plus. vous Mais allez ça va déjà. très loin, cette histoire, ça va Ouais. très loin. Vous allez déjà à la fin du roman, là. Vous Ouais. dévoilez Oui. un peu un Proto-Rose. Il y en a d'autres, hein. Donc, Oui. il y a plein, on est surpris, et c'est le but d'ailleurs. Je me suis amusé à faire avec ce roman. Oui, et ben, le cynisme n'ayant pas de limite, effectivement, cet homme calcule tout. Et donc, d'abord, il a une femme qui est très jolie femme. Ce sont des gens. On est dans un milieu où tout le monde est séduisant, quand même. Ouais. Ça, c'est Oui. important. C'est Ouais, pas ouais, ouais. bon, c'est pas ouvert à tout le monde. Et c'est la première arme pour faire quoi que ce soit dans ce genre d'affaires, et en particulier dans le milieu de la culture, qui est censé être relié à la beauté en général. Les gens sont séduisants. Donc, il a une très jolie femme, et cette femme est totalement sous emprise. Et il lui fait faire, c'est presque une télécommande, la façon dont il agit sur elle, puisque au début du roman, on commence par un premier chapitre où Vincent, vous allez peut-être, bon, on va venir à ce personnage qui Oui, est on va venir sur. Oui. qui est un peu mon double, hein, il faut dire, dans le roman, est un auteur qui travaille, qui prête sa plume à pas mal de monde, et qui va, croit-il, devenir un ami intime de ce producteur, mais en réalité, le producteur, qu'il aime beaucoup d'ailleurs par ailleurs, parce que vous avez, c'est ça qui est extraordinaire, ce que j'ai vu toute ma vie autour du pouvoir et de l'argent, le cynisme de ce type de personnage fait que il n'est pas méchant, il l'aime beaucoup, et il pense vraiment que Vincent est un ami, mais cet ami doit lui rapporter quelque chose, c'est tout. Et puis il va s'en débarrasser le jour où effectivement, on va s'apercevoir qu'il a un peu abusé de sa confiance. Et à ce Oui, moment-là, oui. celui qui a le pouvoir va se débarrasser de celui qui pourrait dénoncer ses turpitudes. Ben oui, parce que c'est ça qui est intéressant chez Jean-François Brassier, c'est vraiment ce producteur-là. Et on voit d'ailleurs au niveau des déjeuners, les déjeuners qui s'enchaînent avec des gens qui viennent, qui arrivent, qui repartent au café, à l'entrée. C'est une espèce de monde comme ça, vibrionnant, mais où finalement rien ne repose sur rien, si ce n'est, vous l'avez dit, Olivier Miquel, sur l'argent, sur le profit, sur la capacité, à un moment donné, à monter des projets qui sont bien avec des gens absolument hypocrites. C'est ça aussi. Oui, bah, et de toute façon, on produit du contenu. Ça, c'est quand vous écrivez, il y a un besoin croissant de contenu aujourd'hui, parce qu'il y a une multiplication des réseaux, les programmes sont à l'infini. Donc d'ailleurs, on est en train de changer de format. Les séries ne vont pas remplacer les films unitaires, mais les séries prennent de plus en plus de place. Il faut de plus en plus d'auteurs. Donc il y aura ChatGPT qui va intervenir et qui va remplacer entre guillemets le bas de gamme. C'est-à-dire quand vous allez faire des téléfilms, des séries, comme on peut en voir, avec toujours un petit peu le même type de scénario, les polars, etc. Je pense qu'il y a des scénaristes qui vont être au chômage là. Mais indépendamment de ça, on a besoin d'auteurs. Ce monde qui produit sait qu'il a besoin d'auteurs. Très souvent, moi, c'est ce que j'ai observé, je ne suis pas le seul, hein. On est dans des milieux où les gens qui produisent aujourd'hui, je parlais des producteurs qui étaient des joueurs de poker autrefois, et ils s'intéressaient au talent, vraiment. Là, pas du tout. Ils ont des règles. Si vous proposez un sujet pour un téléfilm, par exemple, il y a des règles extrêmement précises. Si vous n'êtes pas dans les règles, dans votre façon de raconter une histoire, on va dire on ne peut pas. Alors, en fait, ils ont une recette type. Il faut appliquer la recette, et si vous n'appliquez pas la recette, vous n'êtes pas bon. Or, par définition, s'il y a un peu de génie et d'invention dans une œuvre, c'est qu'elle ne respecte pas les recettes des choses précédentes, sinon on n'invente plus rien. Ça,
Voilà. Donc, Et d'ailleurs, je me permets, Olivier Mickel, et merci encore d'être là ce matin. Merci de m'accorder ce grand entretien. merci à vous. Il y a aussi Brassier, à un moment donné, il s'inquiète parce que la direction ou la directrice de France Télévisions change. Et là, stupeur, parce qu'on arrive dans le MeToo, on arrive dans tout ce versant-là. Et vous pouvez nous en parler rapidement, parce qu'il est terrorisé, le Brassier. Il se dit, mon business va plus aussi bien marcher, finalement, si la direction change. Il a un peu peur quand il entend la directrice de France Télévisions qui dit il y a trop de mâles blancs de plus de 50 ans dans les couloirs de France Télévisions. Bon, la phrase, on la connaît tous. Oui. Qu'elle viole les droits elle s'assoit sur les droits de l'homme tranquillement en prenant possession du pouvoir. Donc ça, je trouve ça assez amusant parce que ça a fait réagir sans vraiment faire réagir. Et puis on a commencé à virer des gens qui étaient plus utiles. Je crois qu'il n'y a que Michel Drucker, je ne sais pas pour quelle raison, qui survit comme une momie dans le système. Ah oui. Mais bon, indépendamment du fait que on fasse rentrer des nouveaux talents, davantage de femmes et des gens issus des minorités. Bon, bien sûr, il n'y a pas je ne m'oppose pas à ça, mais c'est la façon un peu violente de l'annoncer et de procéder quelquefois. Donc, il y a lui, Brassier, mais il est tellement cynique, à la fois ça lui fait peur, mais il dit j'ai changé mon discours et j'ai changé, j'ai rajouté quelques petits couplets sur les minorités. C'est génial. Et comme ça, j'étais sûr d'être tranquille. Donc, c'est un type qui il le dit à un moment, au début, quand il rencontre Vincent, il dit qu'il a voté pour le Rassemblement national. Oui, mais je voulais, il dit jamais ça. Parle de ça aussi. C'est le tout début du livre, ça. C'est vraiment la première phrase. Et qui d'ailleurs, qui est une accroche formidable, Olivier Mickel, permettez-moi de vous le dire. Franchement, je n'aime pas la flagornerie, mais quand on lit cette phrase, on a envie de savoir pourquoi ce brave garçon, son sort était scellé, parce que je la lis la première fois, vous en parlez. La première phrase du livre, chers amis, c'est le sujet arriva sur la table avec le plateau de fromage. Au dessert, le sort de Vincent était scellé. Tout est dit, on ferme. Je rigole, on ferme pas le livre. Et c'est ça, en fait, parce que, alors parlons de Vincent maintenant, parce que on va parler quand même de ce personnage qui est votre double, vous l'avez dit. Pourquoi son sort est scellé, sans aller trop dans le livre, mais on voit que c'est une ambiance particulière, pesante, de gens qui essayent de penser dans un sens bien pensant. Et quand quelqu'un, un rouage comme Vincent, commence à émettre quelques doutes ou quelques explications qui ne vont pas dans le sens de la doxa autour de champagne et de vin, ça se passe plutôt mal. L'excommunication est pas loin, Olivier. On connaît tout ça très bien. Si on a approché les milieux de la culture, c'est presque comique parce que moi, je travaille en ce moment d'ailleurs, j'ai des projets au théâtre. Et je vois pas des comédiens. C'est un milieu qui est à gauche, un petit peu moins maintenant, et en particulier même qui était à gauche sincèrement pendant les décennies qui ont précédé. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins à gauche. Mais par contre, ils vous disent tous, il n'y a pas de doute que, confidence, s'ils ne pensent pas à gauche, ils se taisent. J'ai des amis qui musiciens, enfin qui sont dans ces domaines-là, qui vivent dans la terreur, qu'on sache qu'ils ne sont pas de gauche, parce qu'ils savent très bien que c'est un permis de travail. Hein. Il n'y a pas de permis de travail quand vous êtes dans le milieu de la culture, mais c'est un sésame. S'il y a des doutes sur votre... D'ailleurs, mon personnage, Vincent, on dit qu'il a dû voter, on n'en sait rien du tout. Oui, on le dit. On l'accuse d'avoir voté pour l'Assemblée nationale. Quand il est parti, il a quitté la soirée. Voilà. C'est le premier chapitre du livre. Il y a une discussion sur le vin rouge, sur le fromage. Et lui, il dit, enfin, c'est une anecdote, mais c'est assez drôle. J'ai fait un parallèle exprès. Donc, il considère comme des œnologues actuels qu'il vaut mieux boire du vin blanc sur le fromage. Et il y a à partir de là une discussion qui part en disant que il est dans une soirée chez le producteur et il va y avoir un petit débat qui s'organise parce que traditionnellement le coup de rouge sur le fromage est une idée reçue qui a vieilli, qui a mal vieilli. Parce que ça date de l'époque où on buvait les vins à 6 degrés qui n'étaient pas tanniques et ça marchait très bien sur le camembert avec le coup de rouge. Mais aujourd'hui, quand on aime un peu le vin, le rouge sur le fromage, c'est moins évident que le blanc. Or, on va lui reprocher de dire ça. Et à partir de là, il va y avoir des interventions en disant que les gens qui votent pour le Rassemblement national boivent du rouge sur le fromage, donc ils sont politiquement corrects. Enfin, c'est
C'est une petite discussion assez drôle au début du roman, mais à l'issue de laquelle il quitte la soirée sans se rendre compte qu'il a créé une polémique, il est allé au-delà de son pouvoir Oui. et de ses droits, et il ne sera plus réinvité. Et à partir de là, le roman démarre en flashback, pour savoir comment il a rencontré, comment il est rentré dans ce milieu, et puis jusqu'à la fin, où on va voir que Oui. ça ne se passe pas forcément très très bien pour tout le monde. Ben, exactement, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant cette première scène, ce premier chapitre sur ce dîner. L'air de rien, finalement, il est excommunié et tout le monde s'en réjouit avec beaucoup de délicatesse, pas de ou d'indélicatesse, mais il y a aussi Vincent, parce que page 34, il a une conversation avec Brassier et il lui dit « Je ne suis pas bien pensant, on est en train de perdre la liberté de penser, le système a muté vers une dictature passive. » C'est intéressant ça, parce que lui, il remet en cause finalement la doxa et parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, de gauche a un permis de travail dans le showbiz. Et là, il a quand même ce personnage Vincent, qui est le personnage principal, pour moi, vous le direz, c'est quand même le grain de sel, ou du moins le coup de poivre qui est dans ce roman. Oui, quand je parle d'une dictature passive, il y a un fait de société qu'il faut bien admettre, donc que j'ai daté d'ailleurs en 2008, avec l'élection un an après l'élection de Nicolas Sarkozy. J'avais fait une chronique dans Le Point sur ce sujet. Depuis que le monde est monde, c'est le pouvoir politique qui a la censure, qui dispose de la censure. En France, aujourd'hui, c'est terminé. La censure, c'est les médias. C'est-à-dire que le milieu de la culture et des médias qui, traditionnellement, s'opposaient à la bien-pensance, c'était le laboratoire des pensées dissidentes. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous publie. Je viens d'écouter l'émission précédente, la fin de l'émission, où les deux auteurs du livre n'ont pas trouvé d'éditeur. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans le droit fil de la pensée convenable, on ne vous publie plus. Ça va même assez loin, puisqu'il y a des candidat au Goncourt qui a annoncé qu'il avait fait appel à une agence de sélection, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces agences qui trient les idées que vous émettez dans un bouquin, et qui vous dites, là, non, là, vous risquez de vexer telle minorité, donc on enlève, etc. C'est en train de se développer aux États-Unis largement. Ici, ça commence. Et donc, c'est un auteur qui annonce qu'il est fier de s'être fait censurer et d'obéir à la censure. Donc, on n'est plus avec le procureur Pinard, là. L'État et les tribunaux n'ont absolument plus besoin d'intervenir, puisque maintenant, c'est le milieu de l'édition lui-même qui censure et qui organise lui-même, d'ailleurs, la bien-pensance. Il suffit de regarder pour ça les maisons d'édition pour la jeunesse, et de voir les thèmes qu'ils traitent, la façon dont ils introduisent dans la littérature pour enfants et adolescents des thématiques qui normalement, d'ailleurs, ne devraient pas avoir lieu. Je parle sur les théories du genre, tout un tas de... tout ce qui est lié au woke, qu'on est en train d'instiller dans l'éducation des enfants via le monde de l'édition. Donc, Olivier Miquel, vous connaissez ce milieu par cœur, vous le connaissez par cœur, vous en connaissez les rouages, les subtilités, mais finalement, c'est une espèce d'aridité qui a été organisée, orchestrée, qui n'arrête pas de devenir de plus en plus aride, mais ces gens-là sont en train de scier aussi la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'aujourd'hui, entre l'inflation, les gens qui n'ont plus de moyens, et la perte de lecture, parce que les Français lisent de moins en moins, et vont de moins en moins au cinéma, d'ailleurs. On a vu pas mal d'acteurs ces derniers mois, après la crise Covid, venir pleurer sur les plateaux parce qu'ils se plaignaient que les gens ne viennent plus en salle. Vu au prix des places et des navets qu'on nous propose, je trouve qu'il y a une relation de cause à effet, mais peu importe. Finalement, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, avec cette aridité intellectuelle et cette doxa. D'abord, ils s'en foutent. Je crois qu'on a affaire à des gens. Les gens qui dirigent les maisons d'édition aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait des écoles de commerce. Ils n'ont pas. Donc, la civilisation, la culture, est-ce qu'il y a une culture française ou pas, ils s'en foutent éperdument. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est de diffuser la bonne parole. C'est ça qui est terrifiant, parce que, encore une fois, c'est pas le métier. Normalement, c'est pas leur métier. Leur métier, c'est pas forcément la contestation, mais c'est la capacité
de s'ouvrir à des esprits différents. Ça, c'est en train de se ternir. Il suffit de regarder d'ailleurs la majorité des romans qui paraissent. Même le style est considéré comme discriminant. Si vous écrivez bien, c'est pas forcément très bien vu dans les maisons d'édition. Et puis, on a 3-4 sujets qui sont... on est beaucoup sur l'autofiction parce que la fiction n'intéresse plus beaucoup les gens, ils veulent davantage des témoignages. Donc, vous avez énormément de romans qui paraissent, qui sont des témoignages en réalité. Alors, essentiellement sur la maladie, les maladies dégénératives, etc. Là, voilà. Évidemment, les affaires de pédophilie, de consentement, de viol, bien sûr. Et puis le migrant, ça, c'est les sujets majeurs. Si vous traitez un sujet qui a l'air, en l'occurrence le mien, qui est en apparence léger, mais qui recouvre d'ailleurs tous ces sujets, qui racontent la société d'aujourd'hui, une certaine société d'aujourd'hui, c'est pas très bien perçu. Mon roman est un peu décalé, hein. Oui, il est plus que décalé, Olivier Miquel. C'est d'ailleurs, vous êtes sur Toxin Media, que vous êtes passé sur Putsch et que vous êtes très décalé. Et au-delà de ça, vous avez raison. Je vous invite à acheter ce livre, Olivier Miquel, Dans l'ombre ensevelie. D'ailleurs, il faut remercier et féliciter les éditions Ramsay qui publient ce livre-là, même si vous avez quand même un pédigré très dense. Tout de même, c'est un livre qui se lit à plusieurs niveaux et qui est extrêmement brutal. Si on arrive à en décoder finalement les lignes là-dessus, parce que j'imagine qu'il est peut-être mal passé dans le petit milieu parisien. Alors, ce livre-là. C'est pas vraiment ce qu'il recherche, mais ça dépend. Les lecteurs que j'ai eus, les premiers lecteurs du milieu, mais qui sont pas forcément en activité, ou en tout cas, j'ai des très très bons retours de lecture, ça me fait très plaisir. Ce livre est apprécié. Mais j'ai eu même au début, je l'avais confié à 2 éditrices que je connaissais vaguement comme ça, qui l'ont refusé, des prétextes qui étaient presque comiques. Et même une qui m'a dit « Et votre roman, il est presque trop parfait pour moi. » J'ai la réponse écrite. Alors, il a une structure relativement classique, il y a un ton et un style qui est assez classique. Il est léger en apparence, et ça devient de moins en moins léger à mesure qu'on avance dans le récit et dans l'intrigue. Mais effectivement, oui, j'ai bien compris, je ne suis pas dans la programmation actuelle, et alors que j'estime que de toute façon, quand un roman est écrit, quand on parle de l'actualité, de ce qui est actuel, de ce qui se fait ou pas, moi je pense que ce qui est écrit en 2023 est actuel par définition. C'est assez grotesque de penser qu'il n'y a rien qui est dépassé. J'ai une jeune éditrice, je ne vais pas la nommer non plus, qui m'a dit « Tu parles d'un monde en voie de disparition. » Alors, elle fait partie de ces gens des maisons d'édition à qui on a donné un pouvoir et qui pensent que ça y est, l'avènement du monde gentil et bienveillant arrive. Le camp du bien est installé dans le pouvoir, enfin, dans ces pouvoirs-là, dans l'édition. Et donc, moi, que je raconte qu'il y ait des gens qui se comportent comme des salopards dans ces milieux-là, je pense que c'est ça qui l'a dérangé. Elle me dit non, mais ça, c'est fini. Et d'ailleurs, elle est un agent de ce milieu de l'édition qui dit, nous, notre métier, c'est de prêcher la bonne parole. C'est pas d'encourager la littérature, c'est pas son problème. C'est elle veut produire des livres qui disent aux gens comment il faut bien penser. C'est ça Effectivement, c'est intéressant. Et puis dans ce livre, oui, combien bien penser, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis j'en viens à la question de ceux dans ce roman. Il y a ceux qui ont compris les codes. Alors les codes, c'est ceux qui ont compris, c'est Brassier et c'est l'ancien ministre, Jacques Durval-Hervieux. Lui, il a tout compris. Alors ceux qui n'ont rien compris, manifestement, c'est Diane, la militante, et puis celui qui a compris, mais qui refuse de faire des compromis, qui sait, bien sûr, c'est Vincent. On essaiera de parler de sa relation avec Alix, notamment, qui va à contre-courant de ce milieu-là, parce que c'est un amour pur, on voit bien. Voilà, mais c'est intéressant, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont rien compris, et ceux qui ont compris, mais qui ne veulent pas faire de concessions, et d'ailleurs, qui le paient très cher, d'ailleurs. Finalement, c'est ça, aujourd'hui, ce milieu. Avoir tout compris, c'est une formule que j'ai entendue. J'étais dans des cabinets politiques pendant une vingtaine d'années. Et
Et ce qui est amusant d'ailleurs, quand vous côtoyez des gens qui sont au pouvoir ou qui ont un pouvoir, ils vous font toujours des confidences sur le coup tordu qu'ils ont fait un tel ou un tel. Et dans votre naïveté, au début, comme ils vous font la confidence, vous ne pensez pas que ça peut vous arriver un jour. L'expérience m'a montré que toute personne qui vous fait une confidence sur une saloperie qu'il a fait à quelqu'un vous fera la même un jour. Parce que effectivement, c'est un profil particulier. Le goût du pouvoir attire des gens qui ont un profil particulier, qui est l'ego, sa réussite personnelle, et surtout qui est... vous savez, je catégorise les individus, les humains. J'aime bien faire des catégories binaires, et je dis il y a des verticaux et les horizontaux. Les verticaux sont des gens qui ont un idéal pour eux-mêmes et qui se comportent et qui essaient de se comporter, je ne fais jamais complètement, mais de façon à ressembler à ce qu'ils trouvent bien et bon. Les horizontaux n'ont aucune visée de cet ordre, donc qui peut inclure la spiritualité, les croyances, l'adhésion à des valeurs. Les horizontaux, eux, ils ne vivent que par rapport aux autres humains qu'ils croisent. Ils sont en rapport de compétition et en rapport de force avec eux et en rapport d'intérêt. Et ça, pour moi, c'est une clé de lecture. Alors, on est tous à moitié abscisses et ordonnés. Personne n'est dans un absolu, mais plus vous allez vers le pouvoir et vers les gens puissants, plus ils sont horizontaux. Même s'ils ont des discours verticaux, en l'occurrence en politique, c'est quand même la clé. Vous arrivez en politique sous couvert de défendre des idées. Mais quand j'ai observé, quand même, j'ai eu le temps de voir quelques ministres, enfin des gens de pouvoir, et puis de me balader. J'ai fait 20 ans dans ce milieu-là, 25 ans même. Un homme politique brandit une idée, mais en réalité, derrière l'idée, il y a son intérêt. Vous savez, il y a une formule que j'aime beaucoup qui dit « servir, c'est le prétexte des gens qui veulent commander ». C'est pas mal du tout. En tout cas, merci Olivier Miquel. On a encore 4 minutes avec vous, et merci d'être là. Merci. Oui, on a bien sûr acheté ça. C'est obligatoire, vraiment obligatoire. Si vous pouvez vraiment, procurez-vous-le. Olivier Miquel dans l'ombre ensevelie, édition Ramsay. Vous allez vous régaler et vous allez plonger dans un monde que vous ne soupçonnez pas ou que vous voyez de loin, mais vous allez voir, c'est corrosif, c'est ciselé. C'est un pur plaisir, ce livre, et j'espère que tous mes confrères mainstream en parleront. On verra ça, on en reparlera d'ici là. Olivier, il y a aussi cette idée qui me frappe toujours et que j'ai pu aussi constater à bien des égards, c'est l'inculture. L'absolue inculture d'une partie de ces gens, ou peut-être pas la quasi-totalité, ne généralisons pas, mais il y a cette inculture qui pèse aussi là-dedans et qui amène aussi peut-être la naïveté et quelque peu la stupidité. Alors, il y a dans ce milieu que je connais un peu dans l'édition, le journalisme, etc., il y a quand même des gens, et ça sauve un peu ça nous sauve, c'est que j'ai un certain nombre d'amis dans ce milieu, et on croisé beaucoup, il y a quand même des gens très, très brillants. Dans le journalisme, en particulier en France, je crois. Alors, je peux pas, moi, je suis pas en mesure de comparer, mais on a un très haut niveau. Et moi, j'ai quand même le plaisir, c'est un de mes plaisirs dans la vie, et c'est une des raisons pour lesquelles je produis et j'écris, c'est que ça me permet de rencontrer des intelligences supérieures et des gens extrêmement cultivés qui m'apportent beaucoup et avec qui on a des échanges passionnants. Mais ce qui est vrai, c'est que autant dans le pouvoir politique que dans les pouvoirs des gens qui sont dans les médias, on peut être extrêmement déçu de la médiocrité, de leurs intentions, ça, on vient d'en parler, mais même du vide. Il y a beaucoup de vide. Je reviens à l'idée des grands producteurs de cinéma ou des grands éditeurs d'autrefois, c'était des grands érudits. C'était des gens qui avaient la passion de créer, de produire, de mettre sur le marché des gens nouveaux avec des idées nouvelles, etc. Ça n'existe plus. Hein. C'est fini. C'est HEC maintenant qui dirige la culture. Et j'ai rien contre HEC, mais ils sont pas formés pour l'élévation de l'esprit. Ils sont formés par rapport à la finance. Donc c'est malheureusement c'est le monde d'aujourd'hui, mais heureusement, et je trouve que dans les journaux, dans la presse en particulier,
Il y a des gens qui écrivent très très bien. Il y a encore des romans qui sortent de très grande qualité dans le tas de ce qui est produit qui n'est pas forcément génial. Voilà. On n'est pas perdu quand même, et je pense qu'on est encore assez civilisé. On amorce une décivilisation, ça c'est une évidence. Pour les générations qui arrivent en particulier, on pourra en parler un autre jour avec l'avènement du numérique qui a changé. C'est un changement anthropologique majeur à mon avis, mais il y a quand même des gens d'esprit encore. On en voit dans les médias et on en rencontre dans la vie. Ça et d'ailleurs, mon livre, je ne dis pas comment il se termine. Une fois que le mal est vaincu, le bien peut advenir. Donc tout n'est pas perdu. C'est ce que je crois. Bon, mais merci pour ces paroles d'optimisme, Olivier. Mickaël, on en a besoin en ce moment. Une toute dernière question, micro-question et micro-réponse. Je sais que c'est le basculement, avant de passer à la chronique de Olivier Mesto, mais le basculement avec MeToo dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a eu vraiment un basculement? Parce que vous en parlez dans le livre de ça. Bien sûr, c'était même un des thèmes au centre du livre. Je pense que MeToo est quelque chose qui a été déclenché par l'affaire américaine de ce producteur qui était absolument bonhomme épouvantable, mais que le milieu du cinéma a parfaitement plus que toléré, parce qu'on lui a ciré les pompes pendant des décennies. Alors, ça a été déclenché par un milieu qui est aujourd'hui le numéro 1 des accusateurs des violences sexuelles. C'est ça qui est un peu comique, parce que ce milieu s'est accommodé de ces mœurs. On pourrait parler aussi de l'évolution des mœurs de gens de cinéma qui étaient considérés comme des gens beaucoup plus libres de mœurs et d'esprit que les autres il y a 30 ans, et qui aujourd'hui, à cause, ou en tout cas en lien avec ces affaires bien heureuses, moi je suis tout à fait le premier favorable à ce qu'on dénonce des gens qui se comportent mal. Le problème, et mon roman en parle malheureusement, c'est que c'est la porte ouverte à la calomnie, et il y a aussi par répercussion des gens parfaitement innocents dont la vie est détruite par des accusations qui sont liées à la jalousie, à l'aigreur, etc. Donc, MeToo, oui, un grand oui. Je pense que c'était absolument nécessaire. En revanche, la façon dont ça entraîne des conséquences négatives, il faudrait y faire attention. Je pense que de toute façon, d'ici quelques années, tout ce qui est lié au numérique, à l'Internet, l'anonymat va disparaître. Et je le souhaite, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. L'anonymat, c'est les gens qui dénonçaient des juifs pendant la guerre. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, on voit des tombereaux d'insultes qui tombent sur des gens uniquement par aigreur et dont les auteurs sont protégés par l'anonymat. Et je pense que ça, on a laissé faire, parce qu'évidemment, on ne peut créer le droit que sur l'expérience. Mais je pense que l'anonymat va disparaître. Je pense que c'est une très très bonne chose. Il y a une responsabilité éditoriale quand vous publiez à partir comme vous, d'une chaîne ou d'une maison d'édition ou d'un journal. Vous êtes responsable pénalement de ce que vous dites sur une antenne. Il n'y a aucune raison pour que des kidams puissent dire et puis, en plus, on est dans le monde des fakes qui arrivent à grands pas. Alors là aussi, on peut discuter du complotisme, du non-complotisme, parce que si vous n'êtes pas dans la pensée unique, vous êtes complotiste, mais de notre côté, il y a quand même beaucoup de complotisme. Je sais que je crois qu'un jeune sur 5 aujourd'hui croit que la Terre est plate en France. C'est effarant. Donc, je pense qu'il va falloir réguler ce champ libre et trop ouvert aujourd'hui, qui est celui des réseaux sociaux. Après, c'est une question qui mériterait... oui, bien sûr, là, on peut débattre. Sur la propagande médiatique, sur l'effondrement de l'éducation nationale, sur ce qu'on ne peut plus dire et pas dire, et forcément... mais c'est un sujet passionnant, Olivier Mickaël, et j'aimerais qu'on en reparle tous les deux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, moi, je vous remercie d'être passé sur Talk Média de ce grand entretien. Merci de m'avoir invité, de m'avoir reçu. C'est normal, parce que c'est un très, très bon livre et que je vous recommande de le lire, Olivier Mickaël, Dans l'ombre ensevelie, aux éditions Ramsay. Procurez-vous-le. Faites-vous le prêter, allez à la bibliothèque, n'hésitez pas, et surtout à votre librairie si vous le pouvez à côté de chez vous. Merci beaucoup, Olivier Mickaël, d'être passé par nos studios. Nicolas. Merci beaucoup. Très bonne journée, très bon week-end. On se reparle vite.